Il faut attendre 1883 pour qu'en application de la loi Guizot soient installées obligatoirement dans chaque département les écoles normales telles que nous les avons connues. Pour devenir instituteur dans le Pas-de-Calais, par exemple, on pouvait auparavant suivre le cours dit normal de l'institution catholique de Dohan ou la formation de l'école normale de Douai pour les boursiers. Pour les institutrices, on ne comptait en 1880 que 16 écoles normales pour toute la France, dont 5 à direction religieuse. Le département du Pas-de-Calais sera l'un des derniers de France à être doté de 2 écoles normales, filles et garçons. À quoi ressemblait-elle ? Un architecte de l'époque, Félix Narjou, nous a laissé une description assez complète de plusieurs d'entre elles. Son intention était de montrer qu'il manquait alors un cahier des charges précis pour les architectes chargés de les concevoir. Il commence pour cela par l'école normale de garçons d'Alençon. Celle-ci reçoit 45 élèves-maîtres. Elle est entourée de jardins en terrasse qui descendent jusqu'au bord de la Sarthe où on a installé une école de natation. Pour la nuit, les élèves ne disposent que d'une chaise percée collective en guise de toilette. Pour le jour, celle-ci se trouve à plus de 30 mètres du bâtiment et son accès est ouvert à tout vent. Le NG de Blois reçoit, elle, 47 élèves. On peut apprécier l'élégance de sa façade, mais sa conception générale est pour le moins critiquable. C'est ainsi que, faute de place, il a fallu installer les lits sur 4 rangs dans le dortoir des élèves-maîtres. Le NF de Melun a été prévu pour 42 élèves. L'auteur y regrette l'absence de chapelle. Il manque aussi un amphithéâtre scientifique, une salle de collection, une bibliothèque. Manquent aussi des salles de dessin, de musique, de travaux manuels. Pour le dortoir, on a eu par contre la bonne idée de séparer les lits des filles à l'aide de cloisons arrivant à mi-hauteur. L'auteur présente l'ONG de Douai comme un modèle à suivre. Elle est faite de briques, un matériau bon marché qui a permis d'améliorer les équipements avec les économies réalisées. Elle comporte une chapelle de taille impressionnante. Elle est dotée de 3 salles de dessin, une pour le dessin d'après la bosse, une pour le dessin graphique et une autre pour le dessin d'imitation. Son gymnase est fermé et chauffé. À noter que, dans une description de l'ONG de Toulouse, il reproche la présence de 35 chasse-peau dans une salle de physique. Selon lui, un gymnase aurait été un lieu de stockage plus approprié pour ces fusils de guerre. Nous avons pu reconstituer en partie l'agencement des locaux pour le côté court de l'école normale de garçons d'Arras. Les écoles normales étaient parfois installées dans des locaux non prévus pour cela, et leur aspect était très varié, comme le montrent les photos qui suivent. L'architecture est plus simple pour le NF de Boissy-Saint-Léger, dans l'actuel Val-de-Marne. Celle de Paris s'intègre logiquement dans son cadre urbain. Très différente, la rustique ENF de Périgueux. Celle de Célestat dans le Bas-Rhin, avec son aspect sévère dans un cadre champêtre. Celle de Saint-Germain-en-Laye, dans l'ancien département de Seine-et-Oise. Le NF de Tours, dans le quartier Saint-Symphorien, domine un bras de la Loire. Après les ENF, voici les ENG, avec celle d'Aix-en-Provence, en arrière du buste du peintre local François-Marius Granet. Celle de Chartres, dans l'Eure-et-Loire, et ses hardis navigateurs. Le NG de l'Escar, dans les Pyrénées-Atlantiques. Celle de Maxéville, en Meurthe-et-Moselle. La sympathique façade de l'ENG de Mirecourt dans les Vosges. Celle de Troyes,
aux pignons bariolés de publicité. Voici l'école normale de garçons de Perpignan, ornée d'une corde à linge. Enfin, la pittoresque inauguration de l'ENG de Savenay en Loire-Atlantique. L'exhibition d'un fou volant était venue l'agrémenter. Malgré la variété de leurs architectures, les écoles normales ne se concevaient pas sans un certain nombre de salles spécialisées que nous allons essayer de passer en revue. Ainsi, la présence d'une école annexe avec des classes d'application, proches souvent incluses dans le bâtiment de l'école normale. Les élèves maîtres ou élèves maîtresses pouvaient y assister à des leçons modèles ou y faire leurs premières armes. Ici, la classe maternelle de l'ENF de Douai. Prioritaire aussi, un bureau pour le directeur ou la directrice. Ici, la directrice de l'école normale des filles d'Arras et sa secrétaire. Le bureau de l'économe et son occupante dans la même école. Toute école normale doit posséder aussi une ou plusieurs bibliothèques. L'une d'elles peut être réservée aux professeurs, comme ici à l'ENF de Douai. La salle de bibliothèque des élèves dans la même école. Pour les cours ne nécessitant pas de salle particulière et pour faire leurs devoirs, les élèves se retrouvent dans une salle d'études. Voici l'une d'elles à l'ENG d'Arras. Voici une salle de dessin à l'ENF de Douai. Ici, l'ENG de Châteauroux. Nous voici maintenant dans un amphithéâtre de sciences à l'ENG d'Arras. Comment pourrait-il intervenir au tableau avec le professeur? L'amphi de l'ENF de Douai est garni de tables-bancs fixes, mais leur disposition rationnelle permet aux élèves de se déplacer et venir participer aux démonstrations à la paillasse centrale. Une remarquable innovation, toujours à l'ENF de Douai, une salle de travaux pratiques de sciences où les élèves institutrices participent de façon active à leur propre formation. On était à l'EN pour acquérir des connaissances, mais sans oublier les bienfaits des activités physiques. Le même type d'exercice avec les élèves maîtres du même département. Voici l'ENF de Tours avec ses terrains de basket et de tennis. La salle de gymnastique de l'ENG de Paris dotée de divers agrès. Remarquez ses utilisateurs en chemise et nœuds papillons. La salle de gymnastique de l'ENG de Melun. L'ENF de Douai comporte à l'époque une salle des fêtes où l'on peut aussi monter des pièces de théâtre, mais ceci ne semble pas courant dans les autres écoles normales. Les normaliens et normaliennes se devaient enfin de pratiquer des activités manuelles. Comme on le voit sur cette photo prise à l'ENG de Caen, on peut travailler le bois ou le fer avec tout l'outillage nécessaire. Elle comporte aussi tout un jardin potager et un verger. On voit ici les normaliens de Saint-Lô maniant la bêche et l'arrosoir dans un potager modèle. Ici l'ENG de Dijon. Au premier plan, on voit un élève maître qui actionne une pompe à chapelet. À l'ENG de Melun, c'est la pose des jardiniers. Une originale activité manuelle, dans la cour de l'ENG d'Arras, le maniement de la pompe à incendie. Tout à droite, le clairon, chargé d'annoncer l'incendie. Cette photo faite à l'ENF de Coutances montre que les normaliennes sont elles aussi invitées à s'intéresser et participer à ces travaux. Mais pour elles, les activités manuelles sont plutôt orientées vers l'enseignement ménager. Ici, le maniement des ustensiles de cuisine avec à gauche la cuisinière à charbon. La lessive dans les traditionnels baquets ou avec l'ancêtre de la machine à laver, visible tout à fait à droite. Une séance de couture à l'ENF de Saint-Brieuc avec une machine à coudre à pédalier sur la droite. Pour le couchage, les vastes dortoirs étaient le lot habituel des élèves maîtres, comme ici dans les écoles normales d'Arras et de Melun. Les rangées de lavabos étaient ordinairement dans un local à part. L'eau chaude y était évidemment inconnue, sauf pour les bains de pieds auxquels avaient droit les pensionnaires de temps en temps.
Les élèves institutrices étaient souvent mieux loties, comme on l'a vu à Melun. À Auxerre, elles bénéficient d'une sorte de cabine individuelle avec cloisons et rideaux d'isolement. À Arras, elles disposent en plus d'armoires et d'un matériel de toilette individuel. Chez les filles, comme chez les garçons, on prend ses repas dans un réfectoire, comme ici à Privas. Celui-ci est habituellement proche de la cuisine. Voici celle de l'ENF d'Angers. Il était d'usage, dans les écoles normales, de se faire photographier avec les camarades. Il nous reste beaucoup de photos de promotion ou de l'ensemble des 3 années de formation. On y sent une sorte de fierté d'avoir intégré l'EN, mais c'est aussi un signe de fraternité. Rouen. Paris. Aix-en-Provence. Draguignan. Versailles. Arras. On les appelait les hussards noirs de la République. Ils avaient le regard grave comme celui d'un père et bienveillant comme celui d'un frère. Tous étaient déterminés à consacrer leur vie à la défense des valeurs de la République. Cette République qui les avait aidés à devenir des instituteurs ou institutrices pour les charger de former à leur tour des citoyens. Beaucoup d'entre eux iront jusqu'au bout de cet engagement pendant la Grande Guerre, et leurs noms figurent sur des plaques que l'on peut encore lire dans les anciennes écoles normales.